Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mercredi 18 août. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques, votre météo qui pousse visiblement nombre de vacanciers à venir passer quelques heures, quelques jours en principauté. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont choisi Monaco comme destination estivale. Et qui dit augmentation du nombre de visiteurs implique forcément le retour d'une circulation un peu plus dense. Alors, comment gérer au mieux ces flux? Max Mélan, superviseur au Centre intégré de la gestion de la mobilité, le CIGM, sera avec nous dans un instant. Une circulation qu'il faut réguler avec de surcroît les contrôles sanitaires mis en place aux différentes entrées de la principauté qui s'ajoutent au ralentissement habituel. Nous avons suivi aujourd'hui les policiers en action. En sport, ce ne sera pas simple pour l'AS Monaco d'accéder aux phases de poule de la prestigieuse Ligue des Champions. Battu 1-0 hier soir à la maison, il leur faudra gagner mardi prochain à Kharkiv leur match de barrage retour face au Dynamo Kiev pour rêver encore à ce qui se fait de mieux dans l'Europe du foot. Le champion du monde, Djibril Sidibé, reviendra sur cette rencontre et ce grand défi à venir. Basket et une pointure en plus pour la Roca Team avec l'arrivée de l'ancien joueur de NBA, le pivot international lituanien Donatas Motiejūnas. Et puis un succès à Berlin, un titre de vice-champion du monde à l'occasion de la toute dernière manche de Formula E de l'année. L'écurie Rocket Venturi Racing a terminé de la plus belle des façons sa saison. Son directeur adjoint, Jérôme D'Ambrosio, reviendra sur cette double performance d'exception. Automobile, justement, et affluence, on note, je vous le disais depuis le début de la semaine, une augmentation grandissante du trafic en principauté. Pourquoi les touristes ont-ils choisi Monaco comme point de chute, comme point de passage? Vanessa Dessy a mené l'enquête accompagnée d'Olivier Bonello. On est toujours content de revenir ici sur la Côte d'Azur et venir à Monaco passer notre journée. C'est un peu pèlerinage, on va dire. Il y a vraiment des très jolies voitures. Je suis architecte et il y a plein de choses intéressantes à voir sur la construction, l'ingénierie et tous ces éléments. Il fait beau, c'est propre et il y a plein de voitures. Franchement, c'est bien à visiter, je conseille. Chaque année, on vient faire notre petite journée à Monaco, c'est sacré. Le Grand Prix aussi surtout. Vu qu'on regarde la F1, c'est super cool. C'est incroyable, l'architecture et la propreté de la ville. Je suis toujours émerveillé. C'est un peu un autre monde que celui que l'on connaît tous les jours par rapport à l'environnement, le microcosme. Pour le car spotting, c'est en gros on vient regarder les belles voitures. On prend une grosse journée et on va photographier les voitures les plus rares qu'on peut trouver à Monaco. On vient de l'entendre, voiture de légende, sécurité, propreté, les atouts de la principauté de Monaco. Plus de monde, ce qui implique le retour de quelques bouchons bien connus de tous ici en principauté, les fameuses heures de pointe. Comment gère-t-on au mieux ce trafic? Max Mélan, le superviseur au Centre intégré de la gestion de la mobilité, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous l'avez constaté vous aussi depuis 48 heures, beaucoup plus de monde en principauté? Oui, il y a un petit peu plus de monde que la semaine dernière, donc effectivement, on le voit avec les chiffres. Donc la semaine dernière, on était vers les 95 000, 96 000 de densité de véhicules par jour. Et là, on est pas loin des 100 000. Sommes-nous revenus à un été normal finalement? C'est comparable à l'année dernière, en 2020. Mais en fait, on a quand même encore 10 000 véhicules de moins que les années avant Covid, quoi. Avec une population qui vient essentiellement de France, bien sûr, d'autres départements? Oui, alors l'entrée principale se fait par le jardin exotique. On a des pointes le matin vers 7 h, entre 7 h et 9 h du matin. Et là, l'été, les pointes se font plutôt vers de 10 h à midi et demi, quoi. On connaît bien ces points névralgiques, on le sait, la sortie après des bureaux, après 16h30, 17h, et puis le matin pour venir en principauté. On essaye toujours d'avertir au mieux tous les automobilistes qui viennent chez nous ou qui repartent le soir? Pour cela, on a des panneaux à messages variables de plusieurs générations, donc des très récents. Donc on envoie beaucoup de messages pour fluidifier la circulation. Il y a aussi des applications, je ne sais pas, avec Waze par exemple, on avance aussi? Oui, tout à fait, on a un partenariat avec Waze. Et donc on travaille très bien avec eux. Quand il y a un problème, on leur signale, ils le communiquent de suite et vice-versa. Il
Il y a aussi sur Twitter, hein, vous avez une application là également. On a une application aussi, oui. Et donc on envoie des messages. On peut signaler par exemple tous les jours les fermetures des ouvrages pour la maintenance, pour des travaux. C'est vous qui décidez de fermer une route en pleine journée, de dire le tunnel est inaccessible pour repartir vers Nice par exemple. C'est vous qui décidez en temps réel quand vous voyez que ça bouchonne trop? En fait, on a une réglementation qui nous est imposée par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès qu'il y a 100 mètres de queue dans le tunnel Régnier 3, qui est un tunnel franco-monégasque, on est obligé d'appliquer une déviation. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas en totalité le tunnel, on ferme la bretelle qui part de Canton-Enterré et qui va en direction du tunnel Régnier 3, de façon à dévier un petit peu la circulation par la Basse-Corniche et Cap-d'Aille-Basse-Corniche. Parce que là, autrement, vous, de votre place, hein, de la part de la gestion, vous pouvez peut-être ralentir ou accélérer certains feux habituellement pour pouvoir faire partir plus de gens, évacuer plus de voitures à la minute? Oui, tout à fait. On arrive à mettre des déviations. Par exemple, le soir, en sortie des plages, on peut fermer le Sardanapale. Et donc, les gens sont déviés soit vers Monte-Carlo. Et maintenant, grâce au giratoire qu'on a pu implanter à Saint-Dévote, on peut les envoyer aussi sur l'avenue Kennedy, donc qui nous facilite grandement les choses. Comment on est averti finalement? Comment fonctionnent ces alarmes derrière vous? C'est un système de détection automatique, un logiciel qui a été créé par une société hollandaise qui fait référence dans le monde. Et donc, qui nous remonte en voix off un incident avec la vidéo de l'incident. Et donc l'opérateur est attiré par la voix et regarde si l'incident est réel ou pas. Donc s'il est réel, on ferme les tunnels, on appelle les pompiers, on met tout le monde en sécurité, la police, les pompiers, les services de dépannage. Et si c'est une fausse information, on acquitte l'alarme et on passe à autre chose. Un dernier mot, dans un monde idéal, pour accéder à Monaco, repartir, votre solution à vous, même dans un esprit un petit peu fou, hein, un peu de folie, c'est quoi? C'est des taxis volants? C'est une navette? Je crois qu'il y a des propositions qui sont en cours, notamment des navettes maritimes. Après, on verra bien ce qui adviendra. Merci pour tout ce que vous faites. Max Mélan, notre invité en pleine action, vous l'entendez ce soir sur Monaco Info. À très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On vient de l'évoquer, en plus des difficultés inhérentes aux entrées et aux sorties de Monaco à des heures critiques, les contrôles pour raisons sanitaires à l'entrée comme à l'intérieur de la principauté sont plus que jamais d'actualité. Nous sommes allés dans le sillage des policiers aujourd'hui. Reportage signé Christinda Tomel, Tomadeus et Clélia Renaud. Depuis le début de la crise sanitaire, les contrôles de police sévissent en principauté. L'objectif, faire respecter les mesures sanitaires. Écoute, pédagogie, dialogue, communication, de nombreux actes de prévention sont pratiqués au quotidien par la sûreté publique. Cependant, face à l'évolution de la propagation de la Covid-19, les contrôles de police ont, quant à eux, été renforcés aux 3 frontières de la principauté. À l'heure actuelle, on contrôle donc tous les étrangers, toutes les personnes qui sortent du périmètre exclusif donc des Alpes-Maritimes, du Var et de la commune d'Imperia. On s'appuie aussi sur la formule papier, donc un test PCR ou antigénique valable de moins de 48 heures. Également, on s'appuie aussi sur un schéma vaccinal complet et sur une certification de rétablissement après une contamination Covid-19. Et si ce matin, 350 contrôles de police ont été réalisés à la frontière de Monaco et que 7 véhicules ont été refoulés, les touristes et les résidents continuent d'affluer pour la pause déjeuner dans les établissements de bouche qui, eux, non plus, n'échappent pas à la règle des contrôles. Là encore, les restaurateurs ont l'obligation de contrôler que les gens qui pénètrent dans les restaurants et les établissements de bouche et également un pass sanitaire. Alors une petite exception jusqu'au 23 août en ce qui concerne les résidents, les monégasques et les salariés de la principauté, les étudiants, qui eux pour l'instant ont encore accès sans justificatif particulier
aux établissements de douche. Tous les jours, de nombreuses vérifications ont donc aussi lieu aux abords des restaurants, des discothèques et des cafés, afin que l'obligation de présenter un pass sanitaire soit bien respectée par tous. Les agents de police ont d'ailleurs été équipés pour l'occasion de smartphones afin de pouvoir vérifier la bonne validité des QR codes. Et toujours en matière sanitaire, avec vous, Alexandra Pani, on va débuter votre premier point info du soir par une bonne nouvelle ce mercredi. Le taux d'incidence de la Covid-19 est en baisse. Bonsoir à vous, Alexandra. Bonsoir Christophe. Effectivement, chaque semaine, les chiffres relatifs au dépistage de la Covid-19 en principauté sont communiqués et le taux d'incidence est ainsi passé à 190,35 au lieu de 247,72 la semaine précédente. Entre le 9 et le 15 août, 6084 PCR et antigéniques ont été pratiqués et on dénombre un taux de positivité de 3,11%. Des tests PCR qui sont devenus pour certains payants. Exactement Christophe, depuis le 15 août, les tests PCR réalisés dans les laboratoires et sans prescription médicale ne sont plus remboursés en principauté. Le gouvernement a tout de même fait le choix de conserver un service gratuit pour les résidents uniquement au Centre national de dépistage situé à l'auditorium Régnier 3. Dans ce cas-là, les ordonnances ne sont pas nécessaires. Pour les salariés de la principauté qui ne présentent pas de symptômes, ils devront, eux, se présenter munis d'une prescription médicale pour réaliser le test gratuitement. Henri Doria s'est éteint le 29 juillet dernier. La mairie de Monaco a tenu à lui rendre un hommage. Il a siégé pendant 28 ans sans interruption au sein du conseil communal, élu pour la première fois en 1991. Henri Doria a été très attaché au patrimoine et aux traditions monégasques. Apprécié et respecté par tous, son décès a marqué non seulement les élus et le personnel communal, mais aussi plus largement la communauté monégasque. Un hommage lui a été naturellement rendu à l'occasion de cette séance extraordinaire. A tout à l'heure, Alexandra, pour une grande page sport. Et avant de revenir sur la superbe fin de saison de l'écurie Venturi Racing en Formula I, on le sait bien, les baignades favorisent l'activité sportive et sont par conséquent bénéfiques pour notre santé. Néanmoins, elles doivent être réalisées dans de bonnes conditions pour éviter certains risques, comme les infections liées à une eau de mauvaise qualité. C'est pourquoi à Monaco, les plaisirs du grand bain sont sous contrôle, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Christinda Tomel. Connaître la qualité de l'eau de baignade en eau de mer est un moyen pour prévenir tout risque pour la santé des baigneurs. C'est pourquoi la direction de l'environnement effectue régulièrement des analyses bactériologiques grâce à des prélèvements effectués dans les eaux monégasques sur 6 sites stratégiques de baignade. Alors on a 3 seuils, on a bonne, moyen, mauvaise. C'est arrivé que ça soit en moyen. Exceptionnellement, et une fois la plage a dû être fermée à cause d'une nappe d'hydrocarbures l'année dernière, mais c'est une fois, c'est vraiment exceptionnel. Nous, ce qu'on vérifie, on vérifie le visuel de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hydrocarbures, qu'il n'y ait pas d'odeur particulière. Et après, les analyses, les prélèvements qu'on fait vont servir à faire de la bactériologie, à vérifier la présence de certaines bactéries, telles que Escherichia coli ou les coliformes, qui pourraient être présents en cas d'un problème de déversement d'eau usée. Escorté par la direction des affaires maritimes, c'est à bord de son kayak que Nicolas Bonnet effectue ses prélèvements une fois par semaine, et ce tout au long de l'année pour assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en principauté. On va revenir sur cet incroyable week-end pour le sport mécanique en principauté avec la Formula I. Un podium, une victoire pour l'écurie Venturi Racing et un titre de vice-champion du monde. Pas mal en un seul week-end. Avec nous, le directeur adjoint de l'écurie Venturi Racing, c'est Jérôme D'Ambrosio qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est beau quand même en un week-end avec Norman Nato qui gagne et de l'autre côté, Eduardo Mortara qui obtient ce titre de vice-champion du monde à la dernière minute. On peut dire qu'on a fait une deuxième partie de saison assez incroyable et effectivement aller chercher ce titre de vice-champion du monde avec Eduardo Mortara et vraiment pas de chance finalement parce on jouait pour la gagne jusqu'à la fin. Il a eu un accident au départ qui est vraiment pas de sa faute, sinon je pense qu'on aurait pu faire quelque chose peut-être encore de mieux, mais ce titre de vice-champion du monde il est vraiment bienvenu et puis finir en beauté avec cette victoire de Norman Nato
pour la dernière course de la saison. C'est vraiment exceptionnel. 2 fois, on a réussi cette année-ci à faire retentir l'hymne national monégasque sur les podiums et on en est très fiers. Et on n'oublie pas, hein, il y a l'hymne pour le vainqueur, qui était français en l'occurrence, et puis l'hymne pour l'écurie. Ça, c'est important. C'est la plus belle saison de Venturi? Oui, je pense que de loin, on fait 2 victoires, 5 podiums, titre de vice-champion du monde. On finit vraiment en force en plus, donc on est vraiment très content. Et on a hâte de déjà se tourner vers la saison prochaine pour faire encore mieux. Ça n'a pas été une saison facile, c'est une saison un peu tronquée, on le sait. Dans cette crise sanitaire, c'est pas simple de disputer un championnat normalement. Hein. Non, alors c'est effectivement pas facile, mais les organisateurs, tous les organisateurs locaux, la Formule 1, ils ont tous fait un travail assez exceptionnel pour nous permettre de finalement réaliser une saison complète de 15 Grands Prix. Et donc voilà, c'était plutôt finalement une saison très réussie par rapport à tout ça. Jérôme, ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez tout connu de la Formule 1, des débuts jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence pour une écurie comme celle de Monaco, comme Venturi Racing aujourd'hui? C'est quoi? Les pilotes, le châssis, une ambiance, une équipe? C'est vraiment l'équipe. Je pense que c'est un sport. Alors forcément, on voit une voiture rouler et il y a un pilote dans la voiture et c'est la personne qu'on reconnaît le plus. Mais derrière tout ça, il y a un travail d'équipe. Il n'y a rien qui peut se passer sans les mécaniciens, sans les ingénieurs, sans les personnes de la communication, du commercial, les pilotes forcément. Et on arrive, et je pense que pendant cette saison, on a réussi à vraiment trouver une osmose, à parfaire différents processus qui nous permettent d'arriver à ces résultats et procéder. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu faire la différence, je pense, sur la deuxième moitié de saison. Et puis Berlin, c'est le week-end où on est l'écurie qui marque le plus de points sur une double course de la saison. Donc, c'est vraiment, on finit en force et continuer à parfaire tous ces points-là en équipe. C'est ce qui va nous permettre de continuer à progresser. Sans dévoiler des secrets d'entreprise, mais on a déjà une petite idée sur quel point il faut travailler un peu plus pour gagner encore plus de courses et être champion du monde finalement? Alors, comment ça se passe, c'est que chaque week-end, on revient avec beaucoup de points qu'on a envie d'améliorer. Et finalement, la course automobile, comme dans d'autres domaines aussi, on est sans cesse à la recherche de l'amélioration, de la perfection. Et donc, même quand on gagne une course, on revient au bureau ici à Monaco et on se pose et on a beaucoup de points sur lesquels on s'aperçoit qu'on peut encore s'améliorer. Donc, c'est ce procédé-là, en fait, qu'il faut continuer. Il ne faut jamais arrêter, il ne faut jamais rien relâcher. C'est clair qu'on va revenir dans quelques semaines et on va déjà être concentré sur la première course qui aura lieu en janvier en Afrique du Sud. Et pendant ces 5 mois, on va travailler d'arrache-pied pour continuer à s'améliorer. On va être un peu visionnaire. Dans combien de temps l'électrique va-t-il remplacer, le moteur électrique va remplacer le moteur thermique? Alors, ça dépend des gouvernements, ça dépend de la politique de certains pays, de l'Europe et tout ça, mais je pense qu'on va clairement vers une mobilité en règle générale qui deviendra électrique. À savoir si ce sera dans 5 ans, dans 10 ans ou quelle échéance, ça c'est un peu encore difficile à juger, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, et les chiffres le montrent déjà, c'est que c'est vers ça que l'automobile et que la mobilité va. On se dit que la saison prochaine, ça sera encore mieux, avec les mêmes pilotes? Il y a pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler et on communiquera tout ça en temps et en heure. Mais effectivement, on doit encore se poser un petit peu sur plusieurs plans et voir comment on va avancer. Et puis gagner à la maison, ce serait bien aussi un jour, non? C'est pas mal ça? C'est un beau projet peut-être pour 2022, non? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ce serait formidable. Merci à vous d'avoir été avec nous en duplex de votre écurie qui nous plaît tant et qui nous ramène toujours autant d'émotions à chaque Grand Prix, à chaque Formula E Grand Prix. Merci à vous. Merci. On reste dans le sport et je vous en parlais un peu plus tôt dans cette édition. L'AS Monaco s'est incliné hier soir en barrage aller de la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. 1-0. Alexandra Pagny, on revient avec vous sur cette rencontre. Les Monégasques ont pourtant dominé ce match, mais cela n'a pas suffi pour s'imposer sur la pelouse du Louis II. Les Ukrainiens ont donc remporté la première manche de ce barrage avec un but à la 19e minute de Pedrinho. Le coach Kovac croit encore en la victoire et s'appuie sur ses 70 minutes de jeu où son équipe a dominé. Je vous propose d'écouter la réaction du défenseur Djibril Sidibé, lui aussi confiant. Comme je l'ai dit à mes partenaires, on a perdu la première manche, il reste 90 minutes. Dans le passé, ça m'est arrivé quand on avait joué à l'époque contre Manchester City où on avait perdu 5-3 et qu'à la maison, on avait retourné la situation. Là, c'est différent parce que ça va être à l'extérieur.
Mais j'y crois, on y croit, et puis voilà, il faudra faire un match parfait, tout simplement. Que ce soit les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, voilà, notre force l'année passée, ça a été le collectif. À nous de bien récupérer pour affronter cette grosse bataille, quoi. A noter, Christophe, qu'Alexander Golovin, le milieu de terrain monégasque, a été élu MVP de cette rencontre par les supporters rouges et blancs sur l'application AS Monaco. Une nouvelle recrue est arrivée sur le parquet de la salle Gaston Médecin. Le pivot international lituanien Donatas Motiejūnas vient de s'engager pour la saison à venir au sein de la Roca Team. Un CV bien connu dans le milieu, il compte à son actif 262 matchs en NBA au sein des Houston Rockets, notamment de 2012 à 2017, puis une brève apparition avec les San Antonio Spurs en 2019. Aujourd'hui, il revient en Europe après 3 années passées en Chine. Mobile et costaud, c'est un profil dont ne disposait pas encore Coach Z au sein de l'équipe. Bienvenue à lui. Hier avait lieu l'inauguration de l'édition 2021 du Mondial du Théâtre. Des ateliers sont également ouverts au public. 2 ateliers ont démarré depuis ce jeudi. Le premier autour du masque et l'exploration de l'univers de ce masque scénique. Le second autour du travail d'un chœur moderne dans une pièce classique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Mondial du Théâtre. La météo de ces prochaines heures à présent, Alexandra. Encore du soleil et de fortes chaleurs, Christophe, pour ce jeudi. Le thermomètre grimpera jusqu'à 27 degrés pour un ressenti de 31 degrés à la mi-journée. Pour les chanceux qui se trouveront du côté de la plage, l'eau est à 26 degrés. On rappelle qu'il est conseillé de rester à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée. Et en ce 19 août, nous souhaiterons une bonne fête aux Jean-Eudes. Et comme le veut la tradition, on termine avec les photos du jour consacrées ce soir au contrôle des passes sanitaires mis en place en principauté. Photo signée Michael. Allez-y, on se retrouve demain, 19 h, pour une toute nouvelle édition de votre journal. Bonne et belle soirée à toutes et à tous sur Monaco Info. À demain!